Et nous retrouvons Nicolas Faure pour sa chronique. Bonjour Nicolas Faure, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Ce matin, on va parler du Japon. Le Japon qui désire des immigrés africains. Alors, c'est pas quelque chose qui est habituel quand on évoque le Japon, qui est plutôt un pays qui est quand même largement identitaire par bien des aspects. Mais c'est une nouvelle qui m'a interpellé, mais qui malheureusement s'inscrit dans un cadre plus large qu'on va voir ensemble. Donc l'idée au Japon, c'était de désigner, que le gouvernement japonais désigne 4 villes comme des hometowns, c'est-à-dire des villes d'accueil pour 4 pays africains, le Nigeria, la Tanzanie, le Mozambique et le Ghana. L'objectif, c'était de renforcer les liens avec l'Afrique à travers des visites de stagiaires qui viendraient au Japon. L'annonce a été amplifiée par les médias africains. On a par exemple l'édition nigériane de la BBC qui titrait «Tokyo va créer un visa spécial pour les jeunes hautement qualifiés, innovants et talentueux». Donc vous voyez qu'il y avait quand même une notion d'installation. Et autant dire que ça n'a pas plu tant que ça aux Japonais. Alors les Japonais de base, on est dans un pays où même la gauche japonaise, bon, c'est l'ultra giga droite française. Donc ça, faut bien l'avoir en tête quand même. Mais il y a eu cette demande-là et autant dire que ça n'a pas plu. Il y a eu des réactions des Japonais qui se sont mobilisés notamment dans la rue, ce qui n'est pas non plus la culture locale théoriquement. Pour vous montrer un peu l'émoi que ça a provoqué, sur les réseaux sociaux, il y a eu un tollé monumental. Le gouvernement japonais a rétropédalé, mais de manière peu convaincante, parce que si sur quelques questions, typiquement l'octroi de visas longue durée, etc., il a dit qu'il s'agissait d'une fake news, eh bien, sur le reste, eh bien, on voit bien qu'il y a un partenariat avec l'Afrique qui va être lancé, avec de nombreux immigrés africains qui seront accueillis, au moins temporairement, au Japon. Donc, c'est quand même un petit peu flou ce rétropédalage. Et ce qu'on voit avec cette histoire, heu, c'est que l'immigration extra-européenne, même au Japon, eh bien, elle apparaît presque inéluctable quand on voit, ce genre d'informations. Faut noter que sur l'immigration, même si on est sur un pays qui est très à droite, le Japon, même la droite japonaise, elle est un peu inquiétante. Elle parle quand même d'avoir recours à l'immigration, elle ouvre de plus en plus de places, pour des visas et cetera. Alors avec beaucoup de pays asiatiques voisins, bien entendu, c'est pas la même immigration du tout que chez nous. Et on a même le radical japonais, Sohei Kamiya, qui a été au cœur d'une polémique récemment pour avoir déclaré que jusqu'à 10 de la population japonaise pouvait être composée d'immigrés si, il s'en faisait ressentir le besoin. Donc on voit qu'on est quand même sur des discours, qui voilà, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche pour que même au Japon, on ait des discours qui nous rappellent un peu les nôtres. Mm. Alors, concluons quand même sur le fait que le Japon reste quand même donc largement identitaire, ça faut toujours l'avoir en tête. Mais ce qu'on voit, c'est que cette attitude-là quant à l'immigration, eh bien, on a un petit peu la même chose dans de nombreux pays d'Europe de l'Est, où l'on voit de plus en plus d'immigrés arriver, notamment des livreurs. Ça, c'est assez fascinant. En Croatie, en Roumanie, il y a le paradoxe avec des locaux qui sont quand même plutôt critiques de l'immigration en théorie, mais qui en demandent quand même, et peut-être avant tout pour des raisons économiques. D'ailleurs, Orban est au plus bas dans les sondages en Hongrie, notamment pour des raisons économiques, malgré le fait que ce soit un dirigeant très identitaire. Même en Italie, Meloni est confrontée à une équation très compliquée et on a l'impression, quand on regarde tout ça, que l'immigration extra-européenne apparaît un peu inéluctable. Alors, ça nous montre qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec la responsabilité de l'UE, bon, ce qui est souvent désigné comme le grand méchant loup par beaucoup, puisqu'au Japon, bon, il n'y a pas d'UE, et on voit que c'est le même mouvement exactement. Ça n'a pas grand-chose non plus à voir avec un sinistre complot décidé dans de sombres officines. Même le rôle de l'idéologie de gauche, que je dénonce à foison, et avec justesse je pense, mais cette idéologie mortifère, eh bien ce n'est pas la seule explication. En fait, il y a un manque d'efforts des locaux, alors que ce soit au Japon ou en Europe, avec par exemple, ces gens qui commandent Uber Eats. Je veux dire, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à regarder dans la responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Il y a une fascination pour la croissance économique à tout prix et quelle que soit la nature de cette croissance, qui explique aussi, eh bien, cet attrait pour l'immigration extra-européenne jusqu'au Japon. Il y a une notion un peu de court-termisme aussi, puisque l'immigration économique n'est jamais, enfin, l'immigration n'est jamais une bénédiction économique. Au contraire, il y a que, des choses négatives qui en découlent. Mais c'est vrai que parfois, à pur court terme, peut y avoir un intérêt. On le voit en Italie, notamment dans les secteurs du travail et cetera. Mais à moyen terme et à long terme, c'est toujours quelque chose d'extrêmement négatif économiquement.
Mais le court-termisme, c'est aussi une responsabilité individuelle de beaucoup d'Européens ou de Japonais. Alors, les solutions à tout ça, pour éviter d'avoir recours à l'immigration extra-européenne, alors il n'y a pas de miracle, hein, mais faire des enfants, absolument, que ce soit au Japon, en Italie ou même en France, c'est peut-être là le cœur du problème. Avoir confiance et surtout propulser au maximum tout ce qui permet d'encourager le progrès technique. Voilà, se détourner de la simple vision économique des choses aussi, ne pas tout voir par le prisme économique. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, même si, je le rappelle, l'immigration est une catastrophe économique. Donc, même si on regarde Ouais. uniquement l'économie, ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais à court terme, on peut avoir quelques effets positifs. Donc, c'est ça qu'il faut viser. Donc, il faut penser à long terme. Il faut penser à la civilisation et à l'identité, deux critères qui sont malheureusement beaucoup trop absents de l'esprit de nombreux dirigeants dans le monde et aussi finalement d'Européens ou même de Japonais. Penser au primat de l'identité. Voilà, on ne peut pas remplacer une population pour des questions juste économiques, ça n'a aucun sens. Et ces solutions-là, évidemment, elles ne sont pas faciles à mettre en place. Il y en a sans doute d'autres, hein, vos auditeurs en auront en tête. Mais ce qu'on voit, c'est que la problématique est très complexe et que ce soit au niveau des solutions ou finalement bah là, de ce qui est en train de se passer, eh bien, on se rend compte que ça va être compliqué quand même ce combat contre nous-mêmes, contre l'idéologie de gauche et contre d'autres adversaires qui imposent tout ça. Mais il va falloir remettre la civilisation, la conscience civilisationnelle et identitaire au cœur de nos logiciels idéologiques et politiques. Et même au Japon, ça va être compliqué. Il y a un gros combat qui nous attend. Donc c'est la rentrée, tout le monde est sur le pied de guerre, mais il va falloir, parce Mm. que ouais, même chez nos amis japonais, ça va être un peu compliqué. Merci Nicolas Faure pour cette chronique qui nous éclaire sur la situation au Japon qui, vous le disiez, peut être assez similaire à celle qu'on rencontre en Europe. On pourra continuer à analyser tous ces changements sociologiques et en attendant, effectivement, individuellement, on va s'atteler à faire des efforts pour pouvoir faire comprendre à nos politiques que même à court terme, économiquement, l'immigration n'est pas souhaitable. Merci beaucoup et à la semaine Merci. prochaine.